Bonsoir à tous, je suis là pour vous conter une histoire, celle du prochain combat de Magnon. Ah, fait chier. Magnon, Magnon. Magnon. Bonsoir à tous, je suis là pour vous conter une histoire, celle du prochain combat de Manon Fiorot. Non, je suis face à un feu, vous avez ma femme qui rigole dans le fond. Nous sommes en vacances, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas faire de vidéo. Alors comme d'habitude, on va parler UFC pour cet œil du Chris version inédite, mais on ne va pas parler du main event. Main event de ce week-end, c'est Jairzinho Rozenstruik contre Augusto Sakai. Et ça fait quelques... Et ici par contre, ça caille pas. Ça fait quelques temps que je communique sur le fait que je suis pas fan quand on a deux poids lourds en dehors du top 15 qui se retrouvent sur une main card. Alors ici, Jairzinho Rozenstruik et Augusto Sakai sont tous les deux dans le top 15. Mais il s'agit de deux poids lourds qui sont sur une défaite. Et l'UFC les met en main event. Qu'est-ce que cela nous indique? Ça nous indique que les Américains sont encore fort des Just Bleed fans. Ce qui signifie que l'UFC les met en main event parce que ça vend bien, parce qu'il y a une légère probabilité qu'il y a un énorme chaos sorti de nulle part. Mais pour moi, la plus grosse probabilité, c'est que ça dure 5 rounds entre deux poids lourds. Et qu'à partir du deuxième, peut-être du troisième round, on commence à s'ennuyer. Ok, Jairzinho Rozenstruik, il a un low input, ce qui lui permet de rester avec pas mal d'énergie tout au long du combat. Mais étant donné qu'il est low input, ça veut dire aussi qu'on s'ennuie de temps en temps dans ses combats, à moins que son adversaire ne rentre dans son jeu et n'engage beaucoup. Sakai, c'est vrai qu'il engage, ça pourrait être un combat assez intéressant, mais bref. J'avais pas spécialement envie de discuter de ce combat, ça me passionne pas plus que ça de faire mes recherches sur eux deux. D'autant plus que j'ai déjà fait pas mal de recherches sur Jairzinho Rozenstruik pour son combat contre Cyril. Et donc comme c'était récent, je me suis dit, ceux qui sont vraiment intéressés n'ont qu'à aller voir cette vidéo. Par contre, Manon Fiorot, pour son deuxième combat à l'UFC, j'ai déjà beaucoup communiqué sur elle. Et là, ça m'intéresse. Alors avant toute chose, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi déjà. Merci de me suivre. Et deuxième option, si tu n'es pas nouveau mais que tu as oublié l'analyse que j'ai faite de sa superbe performance dans ses débuts de l'UFC, je t'invite à aller regarder cette vidéo parce que là, il y a toutes les séquences, tous les clips qui permettent d'analyser dans les moindres détails cette performance et du coup, qui est Manon Fiorot dans la cage. Je mets le lien ici en suggestion. Bref, maintenant que tu as vu cette vidéo, ou du moins que tu t'en souviens, on peut parler de ce combat. Alors, premier point, qui n'est pas spécialement technique ou lié purement au MMA dans la cage, j'aime beaucoup ce combat. Marina Moroz, c'est, je vais dire, l'adversaire quasi idéal pour que Manon puisse s'exprimer dans cette deuxième opportunité à l'UFC. Ce qui m'indique que l'UFC est conscient du potentiel de Manon. Moi, j'en ai déjà discuté. Je sais que beaucoup de Français mettent beaucoup d'espoir, à raison, sur Manon. Et le fait que Marina Moroz soit sa deuxième adversaire dans sa carrière à l'UFC, ça me montre personnellement que l'UFC croit en les chances et en les capacités de Manon d'exploser complètement dans cette division des flyweight parce que c'est une très bonne adversaire à ce moment-ci de sa carrière. Alors, Marina Moroz, qui est-elle? Elle est arrivée à l'UFC avec un palmarès invaincu de 5-0. Elle a directement été mise contre Joanne Calderwood. Et elle a fait une incroyable performance. C'est d'ailleurs Performance of the Night, soumission en 1 minute 30, après avoir bien surpris Joanna Calderwood debout. Alors je vais dire, soumettre Joanne Calderwood, c'est pas la performance la plus incroyable du monde, mais par contre, la mettre en difficulté debout pour la forcer au clinch et partir sur une clé de bras quasi à partir du clinch, c'est assez impressionnant. Donc je pense, et si je me souviens bien, moi en tout cas quand j'avais vu ce combat, je m'étais dit, ah tiens, Marina Moroz, on va garder ça en tête. Donc l'UFC a voulu la faire grimper assez rapidement. Elle a été face à Valérie Letourneau, perdue à la décision unanime. Puis elle a gagné 2 combats à la décision. Elle a rencontré Carla Esparza, perdue à la décision. Ensuite, Angela Hill, perdue à la décision. Elle a 2 victoires par décision d'affilée.
Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est difficile à finaliser, clairement, et c'est pour ça que j'aime bien le combat pour Manon, parce que je pense qu'elle est totalement capable de la finaliser. Et si on suit son palmarès, au-delà de Joanne Calderwood, elle tombe face aux gros noms, ou aux semi-gros noms de la division, et elle gagne face à celles qui n'ont pas leur place dans le top 20. C'est clairement, Marina Moroz, pour moi, elle avait beaucoup de potentiel, mais l'UFC a été forcé de constater qu'elle ne dépassera pas le top 15, qu'elle n'arrivera jamais dans le top 10 en tout cas. Et maintenant, c'est un peu la gatekeepeuse du top 20 de la division. Et j'aime vraiment bien ce combat, justement, pour Manon, parce que je pense que, comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos, que quand elle est arrivée à l'UFC, elle avait déjà amplement le niveau du top 15, et qu'elle a une marge de progression qu'elle démontre, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle rentre dans la cage, elle évolue. Quand elle arrivera dans le top 15, elle aura le niveau du top 10. Et je pense qu'elle va vraiment faire une grosse ascension. Donc pour moi, Marina, c'est le step-up idéal au bon moment pour Manon. Et si je peux donner un petit conseil, avec une victoire contre Marina ce week-end, il faut faire un call-out de Angela Hill, qui est la gatekeepeuse du top 15. Une victoire ce week-end, ça la met juste en dehors du top 15. On fait un call-out de Angela Hill qui, selon moi, est numéro 16. On la bat, on est dans le top 15 avant la fin d'année. Ce n'est que mon opinion. Ok. Donc, Marina dans la cage, l'adversaire de Manon, du coup, avant de reparler de Manon. Elle est assez complète. Elle est assez complète et j'en parle beaucoup dans mes dernières vidéos. Le MMA féminin, selon moi, est en train de suivre les traces du MMA masculin qui est, on va pas se mentir, plus avancé. C'est pas une réflexion sexiste, c'est plutôt factuel. Le MMA s'est développé depuis 93, depuis 93, avec uniquement des combats masculins, et puis les combats féminins sont arrivés un peu par la suite et sont maintenant très populaires. Mais disons que les hommes ont pu plus se développer en MMA que les femmes parce qu'ils ont eu plus de temps. Ce qui fait que aujourd'hui, tout le top 15 de toutes les divisions masculines, à part heavyweight et light heavyweight, sont des mecs qui non seulement ont les compétences techniques, mais ils ont aussi les compétences athlétiques qui sont au top niveau. Et la différence entre le numéro 1 et le numéro 15, c'est plus dans la gestion de combat, dans la stratégie et dans la gestion de carrière. Ceux qui vont briller sont ceux qui vont vivre MMA, qui vont vraiment tourner leur vie autour du sport, qui vont mettre toutes les chances de leur côté avec une stratégie planifiée à l'avance par rapport à leur adversaire pour pouvoir faire une programmation, un training camp qui est très spécifique. Et tout ça pour dire que pour l'instant, chez les femmes, on a plutôt, dans les divisions féminines, on a plutôt ça uniquement dans le top 3, dans le top 5. Quand on sort du top 5 des divisions féminines et celles qui sont entre 5 et 15 depuis longtemps, sont des athlètes qui ont des vraies capacités techniques et des vraies capacités athlétiques, mais il y a encore certains manquements techniques. Par contre, dans le top 5, top 3 selon la division, on en arrive vraiment à des athlètes qui sont complètes, qui sont très très forts techniquement dans tous les domaines du sport, qui sont en plus de ça des vrais athlètes avec des capacités d'explosivité, d'athlétisme, de vitesse, de force, qui sont au top du top et qui vont faire la différence dans leur combat par leur approche du combat, par leur approche stratégique, par leur préparation, par leur intelligence. J'en avais parlé dans ma vidéo où j'avais défini Manon comme une des athlètes à suivre de très près, un des talents en dehors du top 15 à suivre de très près en 2021, parce que c'est une des rares athlètes encore qui a non seulement des capacités et des compétences techniques et stratégiques et un vrai athlétisme, mais en plus de ça, elle a une approche du MMA qui est très intéressante, dans le sens où elle comprend la distance, elle sait comment gérer un combat, elle sait ce que c'est le rythme, la direction et la distance, qui sont trois éléments invisibles à l'œil nu, on va dire, mais qui sont primordiaux pour arriver dans le top 5 aujourd'hui des divisions féminines. Marina Moroz, pour revenir à elle, est selon moi une athlète qui, techniquement, est complète. Elle est très forte au sol. Il y a une marge de progression à faire au clinch, mais elle n'a pas un si mauvais clinch, mais c'est là où le bas blesse selon moi.
Et au elle a une bonne boxe, une très bonne boxe. Elle vient d'ailleurs de la boxe anglaise, c'est par là qu'elle a commencé, qu'elle a mis ses pieds dans les sports de combat. Et ses kicks sont pas mauvais. Donc elle a un profil assez complet. Elle a un profil technique clairement qui a le niveau de l'UFC. Par contre, elle est plutôt réactive dans un combat. C'est-à-dire que, selon moi, et de ce que j'ai regardé, c'est pas une athlète qui comprend de manière professionnelle et de manière élite la notion de distance, la notion de gestion de combat, la notion d'espace, de pression. Alors que Manon, oui. Et ce qu'il y a de bien dans ce combat, c'est que ça va illustrer exactement ce que je dis depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Que on arrive dans une ère du MMA qui est très intéressante parce que les différences ne se font plus dans les compétences visibles, dans les compétences techniques, dans les compétences de vitesse, dans les compétences d'athlétisme, mais plutôt dans les notions moins visibles. Savoir mettre la pression au bon moment, savoir accélérer au bon moment, gérer la distance, appliquer un game plan, les capacités d'adaptation pendant le combat parce qu'on n'avait pas remarqué ou analysé certains détails techniques ou certains détails de vitesse par exemple avant et qu'on doit s'adapter pendant le combat. Donc ça, ce sont des grosses différences et je pense que ce combat entre Manon et Marina va clairement illustrer parfaitement cette notion. On va avoir une Marina qui techniquement est équivalente à Manon, mais on va avoir une Manon qui va dominer ce combat par la gestion de combat, par la gestion de la distance, par la gestion du rythme, par la compréhension de quand faire quoi, ce qui est ultra primordial. J'espère que je me fais assez bien comprendre. Si je ne me fais pas assez bien comprendre, on se retrouve dimanche pour une analyse post-combat, parce que vous le remarquerez, j'ai full confiance en Manon dans ce combat. Je crois qu'elle va vraiment bien s'illustrer. Et elle va bien illustrer mes propos que j'ai depuis le début. Donc ceux qui suivent ma chaîne, je suis persuadé que vous savez exactement de quoi je parle. Donc Marina, pour conclure, techniquement très très bonne, mais elle est trop réactive dans un combat que pour faire partie du top 15 de la division. C'est quelqu'un qui laisse le combat venir à elle. Si ses compétences techniques sont bien plus développées que celles de ses adversaires, elle va gagner à la décision. Si son adversaire peut s'imposer techniquement ou athlétiquement dans un aspect du jeu, elle va s'imposer dans cet aspect du jeu parce que Marina va accepter le combat dans ce domaine. Ok, on va maintenant parler de Manon. Avant ça, il est beau mon t-shirt, pour une fois que je ne le fais pas en pull, évidemment ça caille pas ici. Tous ceux qui aiment bien Pride or Die, il y a un win-win à se faire. Chris15, c'est le code promo que vous avez sur toute la boutique du site. Le lien est en bio, vous utilisez Chris15 et vous avez moins 15% sur tout. C'est pas beau la vie. Et avant de parler de Manon, la pub YouTube. Ok, Manon, je suis allé moi-même, honnêtement, je suis allé moi-même revoir ma dernière vidéo et je vais simplement faire un résumé de cette vidéo parce que je la trouvais. Alors, je trouve que mon élocution est pas ouf. C'était le début où je lançais ma chaîne, mais les messages que je voulais faire passer sont tous passés. Manon est quelqu'un qui aborde le combat de manière intelligente. Elle a une compréhension de ses capacités, elle a une compréhension de ses forces, des forces de son adversaire, de ses faiblesses et des faiblesses de son adversaire. Et elle va mettre tout ça en pratique de manière optimale pour performer idéalement dans un combat. Pour moi, Manon est complète, mais là où elle brille le plus, c'est dans son pied-point. Pourquoi? Parce que elle est forte à toutes les distances, elle est très forte en dehors du kicking range. Donc le kicking range, c'est la distance où on ne se touche pas si on envoie un kick sans faire de pas vers l'avant. Pourquoi est-ce qu'elle est bonne à cette distance? Parce que offensivement, quand elle initie, elle a des très bons blitz, c'est-à-dire qu'elle a une vraie capacité d'exploser rapidement pour aller toucher son adversaire et sortir avant le contre. Elle fait ça toujours au bon moment. Elle est également très douée à cette distance parce que quand son adversaire engage de cette distance, le fait que son adversaire doit faire un petit step
pour rentrer dans une distance où elle peut la toucher avec des kicks ou avec son anglaise, ça lui donne un laps de temps qui est suffisant pour préparer un contre intéressant, un contre synchronisé ou un contre délayé. Elle a une capacité dans ces deux types de contres et elle a une capacité pour engager en pied-point ou avec ses, enfin, en anglaise ou avec ses kicks. Ce qui fait que c'est une combattante complète, c'est une strikeuse complète. Elle est forte pour initier, elle est forte pour contrer dans les deux types de contres qui existent, avec ses jambes, avec ses poings, et elle attaque sur les trois niveaux. Elle va attaquer les jambes, elle va attaquer le corps, elle va attaquer la tête, elle va beaucoup varier, et en plus de ça, elle a une bonne lecture du jeu, c'est-à-dire qu'elle va utiliser des feintes, qui est pour moi le concept le plus sous-utilisé encore en MMA aujourd'hui et qui va vraiment se développer à partir de maintenant jusqu'au moment où le MMA aura un tout autre aspect. Elle est capable d'utiliser des feintes à bon escient. Elle est capable d'utiliser des feintes pour lire le jeu de son adversaire, pour créer des réactions et pour les analyser, pour pouvoir se créer des ouvertures et capitaliser sur ces ouvertures. Elle a vraiment cette capacité de lire en direct la réaction de son adversaire et pouvoir capitaliser sur là ou les ouvertures que cela laisse. Donc, comme je le disais, elle est bonne dans tous les types d'actions et de réactions debout. Elle est douée avec ses pieds, comme avec ses poings, comme avec ses genoux, comme avec ses coudes. Elle est douée au kicking range, en dehors du kicking range, au boxing range et même au clinch. Et je vais insister là-dessus parce que d'un point de vue game plan, c'est là où le combat devient intéressant. Là où Marina Moroz est la plus dangereuse, c'est au boxing range. C'est à la distance de boxe anglaise, là où elle est avec ses poings. Parce que quand elle est en dehors du boxing range, elle va envoyer des kicks, mais un peu télégraphés, un peu à la mauvaise distance, et elle n'apporte pas de danger à ce moment-là. Quand on est au boxing range, c'est là où Marina Moroz est pour moi le plus dangereux. Et au clinch, c'est là où il y a le plus de choses à faire pour la finaliser et lui faire peur. Par contre, elle a un assez bon grappling, je vais dire relativement dangereux, on pourrait vouloir le tester. Mais ce qui fait que pour moi, là où Manon va pouvoir le plus s'exprimer, ce serait au clinch. Mais pour arriver au clinch, elle doit passer par la zone, par la distance la plus dangereuse de Marina. Ce qui fait que, d'un point de vue safe, si elle veut aborder un combat où elle va plutôt bien s'exprimer et gagner le haut la main sans la moindre question, ce serait de maintenir le combat et elle en est totalement capable au kicking range. Parce que tant qu'elle reste au kicking range, je pense qu'elle va pouvoir toucher à sa guise Marina Moroz qui aura aucune réponse à Manon. Si elle veut chercher le clinch pour s'exprimer davantage et chercher la finalisation pour make a statement, elle va devoir passer par le boxing range réactif de Marina Moroz où elle pourra s'exprimer parce qu'elle a des bonnes combinaisons à ce range quand son adversaire s'engage à y aller. Et c'est là où ça devient intéressant. Je pense que Manon peut vraiment gérer ce combat de l'extérieur à son kicking range et au moment où Marina se rend compte qu'elle doit rentrer dans sa distance à elle, c'est là où Manon peut rapprocher et chercher le clinch de manière réactive et pas de manière proactive. Bref, tout ça pour finaliser sur le profil de Manon qui est totalement complet. Là où elle est le plus fort, clairement, c'est en pied-point. Mais son clinch est très très bon aussi. Son boxing range est excellent également, mais c'est peut-être celui où on n'a pas envie de se situer contre Marina Moroz. Et elle a des bonnes amenées au sol, une bonne lutte défensive, des très très bonnes réactivités défensives quand l'autre cherche à lutter. Et un sol qui est totalement correct. Totalement correct pour le top 20 de l'UFC, totalement correct pour le top 15 de l'UFC. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est son domaine de prédilection, mais de ce qu'on a vu en dehors de l'UFC sur son sol, c'est clairement et amplement suffisant pour aller ennuyer des filles du top 15. Cependant, je pense que ce combat est clairement fait par l'UFC pour avoir un combat en pied-point où Manon va pouvoir s'exprimer et va pouvoir à nouveau surprendre le public américain pour justifier un combat contre une Angela Hill qui a un nom relativement connu, qui va lui permettre justement de se faire connaître du plus grand public si elle s'exprime, ce sur quoi je n'ai aucun doute, correctement contre Angela Hill avant la fin d'année pour pouvoir rentrer dans ce top 15 et nous promettre une très belle année 2022.
C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce combat. En tout cas, tant que j'ai pas de séquence, je sais pas aller plus loin. En tout cas, tout le meilleur à Manon, tout le meilleur la France. Je vous invite vraiment à la suivre si vous la connaissez pas encore, parce que c'est avec Cyril. En fait, il y a beaucoup de talents français qui peuvent arriver très loin, mais clairement, les deux gros noms du MMA français qui sortent en termes de potentiel d'avoir une ceinture un jour, c'est clairement Cyril et Manon. Sur le reste de la carte, parce qu'on va en parler brièvement, Alan Patrick contre Mason Jones, très chouette combat. Très chouette combat. Trinaldo contre Salikov, sympa. Puis chez les poids lourds, Tanner Boser, toujours chouette à voir contre Ilir Latifi. Ça dépend des fois. On a un Tumbry sur la main card. On a Santiago Ponzinibbio contre Miguel Baeza pour les fans de pied-point. À voir, absolument. Romain Dolidze contre Laureano, ça me dit quelque chose, mais alors là, j'aurais dû me préparer pour cette vidéo. Et en Common Event, Walt Harris contre Marcin Tibura. Donc on a beaucoup de combats poids lourds sur cette carte, c'est tout ou rien. Mais en tout cas, les combats à retenir, Manon contre Marina, clairement. Alan Patrick contre Mason Jones, ça va être énorme. Trinaldo contre Salikov, ça peut être vachement sympa. Et Ponzinibbio contre Miguel Baeza, il y a vraiment une lutte pour le Fight of the Night, là, les gars. Donc, encore une fois, une carte, pas de gros noms, pas de combat intéressant en termes de classement. Par contre, il va y avoir des petits combats très intéressants à suivre de près, avec un œil très attentif. Je vois aussi qu'on a perdu Makwana Mirkani, qui était prévu contre je ne sais plus qui, contre Nate Landwehr. Ah, c'est dommage aussi, c'était un sympa combat. Ok, on a des beaux combats. C'est dans la petite cage de l'UFC Apex à Las Vegas. Donc, c'est aussi pour les poids lourds. Ça diminue les chances d'un combat qui engage peu, puisqu'ils sont dans la petite cage. Quand vous voyez deux poids lourds dans la petite cage, on a l'impression qu'ils font un pas chacun, ils sont l'un contre l'autre. Donc ça devrait créer de l'action. C'est assez sympa. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Et comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, tes pronostics, ton read, un commentaire à la rien à voir juste pour la référence, ça fait plaisir. Le partage sur les réseaux sociaux pour que ça se fasse connaître. Et si tu arrives pour la toute première fois sur ma chaîne, abonne-toi et achète mes livres. Ils sont en bio. À très bientôt, c'était Chris Gunnacht.